Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue du coup dans cette table ronde du dimanche aux Utopiales qui s'intitule Représenter l'autre. Aujourd'hui, on va parler de l'enjeu de la représentation qui interroge les artistes contemporains, quel que soit le média. On a des représentantes de plein de médias différents. On va parler jeux vidéo, littérature et comics. La science-fiction, ça augmente le niveau de défi en termes de représentation. On se plonge aussi dans les questions d'altérité, comment représenter l'autre, d'autres espèces, etc. Donc aujourd'hui, pour la table ronde, je suis désolée d'avance si je prononce mal les noms, vous pourrez me shame après ou me corriger, bien sûr, avec plaisir. On a Viadje Lucie, qui est artiste de jeux vidéo spécialisée dans le chara-design, donc la création de personnages. Tu as été directrice artistique sur Goodbye Volcano High, un jeu narratif entièrement animé, mettant en scène des lycéens et lycéennes dinosaures. Voilà. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Oui, merci. il y a des images qui seront diffusées. J'ai tout donné du coup à notre réalisateur qui seront diffusées pendant la table ronde. Ensuite, on a Pléné Audrey qui est autrice. Son nouvel ouvrage Syntonia vient de sortir aux éditions Le Bélial. Son précédent roman Rossignol avait obtenu le prix des Utopiales en 2023. Bonjour. Bonjour. Et ensuite, on a Anse Stéphanie, illustratrice, Bonjour. spécialisée dans les couvertures de comics books notamment. Ça fait plus de 15 ans que tu travailles avec Marvel. Et c'est également à toi qu'on doit l'affiche de cette édition des Utopiales 2025. Bonjour. Merci. Et du coup, moi, mon nom c'est Maudie, je suis journaliste pour Blast, qui est partenaire de cet événement. N'oubliez pas évidemment de soutenir les festivals indépendants, mais aussi les médias indépendants. Je vais commencer par une question globale qui s'adresse à vous toutes. Je pense qu'avec la thématique d'aujourd'hui, la question de la représentation, c'est souvent abordé, en tout cas dans les différentes tables rondes, les différents sujets depuis quelques années, sur la question du manque de diversité des personnages qui apparaissent dans les récits. C'est souvent critiqué aussi le grand nombre d'œuvres dans lesquelles les personnages qui sont représentés ne sont que des hommes cis, blancs, hétéros. C'est surtout ça qui revient comme critique. Mais maintenant qu'on a dit ça, en réalité, on n'a pas dit grand-chose. L'idée, c'est comment est-ce qu'on crée plus de diversité de manière pertinente dans les récits aussi visuels, et comment est-ce que vous vous êtes posé la question ou non dans le cadre de votre travail. Je laisse une personne qui a envie de commencer se jeter à l'eau sur la question de la diversité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime et vous pose question dans votre travail? Moi, je voudrais commencer à dire que, en tant que dessinateur, dessinatrice, en fait, la première chose qu'on apprend à dessiner, c'est ce qui nous entoure et ce qui nous ressemble. Ça demande quand même une demande de réflexion, de représenter l'autre, que ce soit quelqu'un d'un genre différent que de quelqu'un d'une origine différente, sans devenir quelqu'un qui travaillera avec des stéréotypes. Les stéréotypes, c'est important quand même aussi pour la narration. Une fois, je donnais un cours à des enfants et je leur ai fait dessiner des bouchers avec des tabliers, des moustaches. Les stéréotypes, ils marchent aussi parfois, mais il faut savoir aussi traiter l'autre avec respect, en fait. Et moi, par exemple, quand j'étais enfant, un de mes personnages préférés chez Marvel, c'était Storm, au Menro, et j'étais toujours vraiment frustrée que les dessinateurs, parce qu'en plus elle avait les cheveux blancs et les yeux bleus, et souvent en fait elle avait juste l'air d'une Californienne un peu trop bronzée. On n'était jamais très très loin. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur Storm, en fait, c'était vraiment mon but de faire des très très belles femmes noires, enfin une en tout cas, et vraiment de faire en sorte que les gens qui se représentent, qui se retrouvent en elles, puissent trouver quelque chose de très fort et pas stéréotypique, effectivement. Voilà. Alors moi, pour ma part, oui, c'est arrivé assez tôt dans mes textes, puisque j'ai dû faire à peine... je suis novelliste aussi, j'écris une 30-40 nouvelles, je sais plus, j'ai dû en faire une avec un personnage masculin, enfin le personnage principal était un homme. Et en fait, moi, la question, elle s'est posée pas dans l'idée de mettre à chaque fois une certaine parité dans mes personnages principaux ou secondaires, mais d'un côté plus large de ce qui était écrit et publié actuellement en science-fiction et depuis des décennies en science-fiction. Donc en fait, je ne fais quasiment, sauf parfois petits choix différents, mais je ne fais que des personnages principaux féminins. Et je me suis dit, voilà, moi, on va me reprocher dans mes propres textes, finalement, de ne faire que du personnage féminin, mais je ne pense pas déséquilibrer totalement ce qui se fait à un niveau plus large, puisque je contribue un tout petit peu
à rééquilibrer un peu la balance et même j'ai même fait des nouvelles où j'avais les personnages principaux féminins, secondaires féminins, tertiaires féminins. Enfin, je veux dire, j'étais voilà et c'est rigolo parce que parfois on me dit que ça choque en disant mais c'est bizarre, il y a que des femmes. J'ai fait oui, mais depuis 50 ans, vous vous demandez pas, c'est bizarre, il y a que des hommes. Donc je me disais que finalement, j'essaie de contribuer à un rééquilibrage. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est très différent d'avoir un personnage féminin qui est écrit par une femme qu'un personnage féminin qui est écrit par un homme. C'est Ouais. vraiment important, en fait, de pouvoir... parce que des personnages féminins dans la littérature, il y en a eu un paquet, mais ils étaient tous objectivement sexualisés, en fait. Voilà, et en fait, c'est vrai qu'à passer ça, et je pense qu'on pourra aussi revenir sur ça, c'est qu'effectivement, il y avait la question d'écrire des personnages féminins qui n'étaient pas avec, comme ils sont aussi écrits. Et donc, j'ai des personnages féminins qui sont parfois pas avec ce male gaze, désolé pour l'accent, avec j'ai des personnages qui sont des femmes de 70, 80 ans, j'ai des mères de famille, j'ai des femmes enceintes, mais dans le sens où ça n'intervient même pas dans le récit. Le fait de sa grossesse n'est pas une question d'intrigue. Vous avez juste, c'est juste qu'elle est enceinte de 4-5 mois, elle bosse, elle résout une intrigue et c'est pas sans point ni compte. Cette question du male gaze, du regard masculin, donc le fait qu'effectivement la plupart des personnages féminins sont quand même écrits par des hommes, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'industrie du jeu vidéo. Comment est-ce que toi tu t'es inséré là-dedans et comment est-ce que tu as essayé de créer des personnages qui se sortent un peu de ça ? Bah, c'est vrai que oui, le jeu vidéo, c'est très très masculin comme industrie, que ce soit au niveau des joueurs. Enfin, en tout cas, maintenant, ça s'est pas mal rééquilibré, mais pendant longtemps, c'était beaucoup une audience masculine. Et même au niveau des personnes qui créent les jeux vidéo, on est sur une grosse disparité de genre. On a beaucoup, beaucoup d'hommes. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, quand j'ai travaillé sur Goodbye Volcano High, d'être dans un studio très ouvert d'esprit sur ces questions-là et qui était 100% prêt à me faire confiance pour designer les personnages que j'avais envie de faire. Et j'avais aussi un peu le champ libre pour les faire parce qu'on n'avait pas de scénariste quand le projet a commencé. Et du coup, j'ai pu juste designer des personnages qui, moi, me plaisaient. Donc c'est vrai que j'ai designé d'abord surtout des filles parce que effectivement, moi, c'est ce qui me parle le plus. Et ensuite, j'ai designé aussi quelques personnages masculins. Et c'est vrai que oui, la diversité, ça a été une grosse question aussi sur ce projet-là parce qu'en en fait... comme les personnages sont anthropomorphiques et qu'ils ont des attributs humains, en fait, on ne peut pas dessiner un corps humain qui soit neutre. Il est forcément genré, il a une corpulence, les cheveux, ils vont être soit crépus, soit lisses. Ça va forcément donner une idée de potentiellement un background culturel à un personnage. Et du coup, j'ai essayé d'avoir vraiment une variété là-dessus, sur tous les personnages. Moi, j'avais une question du coup plutôt pour Stéphanie, vu que ça fait plus de 20 ans que tu travailles dans l'industrie du comics. Est-ce que tu as vu depuis ce temps-là évoluer les représentations des personnages de cette industrie ? Oui, fortement, en fait. Il y a toujours eu des personnages qui étaient écrits, des personnages racisés qui étaient écrits dans le comics. Souvent, quasiment. Alors, il y a eu des femmes qui ont travaillé pour Marvel, il y a eu des personnes racisées qui ont travaillé pour Marvel, même à l'époque où il n'y en avait pas énormément. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était écrit pour un lectorat qui était plutôt blanc. Et je rigolais parfois quand j'étais plus jeune en me disant Shang-Chi, c'est quand même pas un nom qui est très très vraiment chinois. Ça fait un peu, c'est pas super. Et puis finalement, au fur et à mesure que le lectorat s'est élargi, en fait, les gens qui ont voulu travailler dans le comics, ça s'est élargi aussi. Donc il y a eu plus de femmes, plus de personnes racisées. En fait, je pense à un exemple vraiment, vraiment important, c'est Kamala Khan. En fait, la nouvelle Miss Marvel, pour ceux qui connaissent. Et là-dessus, vraiment, Marvel, ils ont toute mon admiration parce que ça a été donc un personnage féminin. Elle est musulmane. On ne parle pas de religion musulmane dans Kamala Khan. Ça fait partie de l'histoire, ça n'est pas l'histoire, comme ce que tu disais tout à l'heure. Mais l'éditrice, la dessinatrice et la scénariste, toutes les trois, à l'époque de la création, étaient toutes les trois musulmanes. Alors Sana, l'éditrice, elle est aussi musulmane que moi, je suis catholique. Alors, elle est née dans une famille musulmane, mais elle-même, c'est plutôt du folklore. Alors que la scénariste, elle est voilée. Enfin, chacune à son niveau, en fait. Et ce qui fait que le personnage a été traité avec vraiment beaucoup de délicatesse, et c'est un des personnages les plus populaires de l'univers Marvel de ces 10-20 dernières années, en fait. Donc effectivement, il y a une ouverture, et l'ouverture, ça ramène un nouveau lectorat, et l'éditeur, il dit jamais non à un nouveau lectorat, en fait.
Et même par rapport aux libertés que toi tu as aujourd'hui dans la création des couvertures, ce que tu disais aussi par rapport dans les romans où la plupart des personnages sont sexualisés, est-ce que toi, quelles sont tes marges de manœuvre sur ça, sur faire évoluer un personnage pour que justement il puisse être moins sexualisé tout en restant... Ah non, mais moi je suis pas embauchée pour faire des images sexualisées en fait. Mon travail, il était comme ça et on m'a pas... En fait, on m'a embauchée pour faire ce que j'aimais déjà faire. C'est vraiment la grosse différence que j'ai trouvée dans l'industrie, c'est que c'est des choses qui doivent aller très très vite. On ne peut pas chercher avec quelqu'un c'est quoi qui lui plaît de faire, c'est quoi qui sait faire le mieux. Tu es embauché pour faire ce que tu sais faire. Si tu crois qu'on t'a embauché pour faire quelque chose d'autre, c'est que tu te trompes et ta carrière va être très courte en fait. Moi, je ne fais pas d'images sexualisées. En vrai, je pourrais en faire. Genre, si ça va avec la grille de perso et que c'est un mec ou une nana qui est un petit peu chaud, bah je déciderai comme ça, quoi. Mais je ne vais pas le faire gratuitement, en fait. Il faut vraiment que ça rentre avec Ouais, l'histoire. bien sûr, il faut qu'il y ait une forme de cohérence. Audrey, vous, dans l'ouvrage, dans votre dernier ouvrage, là, se pose la question des mères, de la filiation, grand-mère, mère, enfant. Comment est-ce que vous avez décidé de représenter et de travailler sur la relation parent-enfant? Alors il y a aussi une grosse thématique parentalité dans Rossignol, donc c'est un peu la thématique qui me suit un peu beaucoup à travers les textes. En fait, alors c'était sur plein d'aspects, ça me paraissait un peu une évidence d'arriver sur cette thématique. Tout d'abord, c'était oui par rapport à ce qu'on disait du enfin déjà c'est par rapport à moi, mes relations que j'ai avec ma mère et aussi à ce que ça a signifié aussi pour moi de devenir mère. Et Rossignol, il y a aussi cette question, le personnage d'abord parle de la relation avec sa mère, puis elle devient mère et elle va relire totalement tout ce qu'elle a, tout comment sa relation avec sa propre mère au regard de sa relation avec son fils. Dans Syntonia, on est sur des questions aussi de contrôle en fait, comment on souhaite contrôler ses enfants et est-ce que finalement c'est éthique et à quel moment il faut lâcher et de quoi ça teinte la relation parent-enfant et grand-mère et arrière-grand-mère parce que c'est des grandes lignées matriarcales. En fait, il y avait aussi pour moi l'idée, parce que plus dans Rossignol pour le coup, voilà, il va devoir changer d'image, je vais trop vite, qui était de représenter l'autre et quel est le premier autre, enfin il y a un autre qui nous a créés, c'est nos parents, et après il y a un autre qu'on crée, donc c'était vraiment cette question on se reproduit pas, on crée une différence de nous, et voilà, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée, émue et interrogée quand j'étais devenue maman. Donc c'était aussi pour ça que c'est la question de ce haut de Rossignol, la relation parent-enfant, elle est aussi là-dessus, juste sur l'altérité. Et enfin, il y avait vraiment la question de ne pas avoir un héros solitaire, coupé, qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de passé. Enfin, je sais pas, vous connaissez pas les parents de Tintin, les parents de Lucky Luke, j'ai peut-être pas assez lu, mais pour moi, il y avait pas. C'est vraiment des lonesome cowboys qui s'en va. Et moi, je voulais des personnages qui soient, mais qui aient une famille, qui aient des liens, qui aient une histoire, des liens difficiles. Hein. Rossignol avec sa mère, c'est compliqué, avec son fils, c'est un peu trop fusionnel. Dans Syntonia, c'est des questions vraiment, mais de contrôle, de coercition violente, où on passe sur ton consentement parce qu'on considère que tu es dans la famille, donc que tu es d'accord avec le projet. Et voilà, et je voulais vraiment retisser ces liens. Donc c'était pas seulement l'idée de montrer juste des personnages féminins, mais qui s'inscrivaient dans des toiles, de sortir de ce... Voilà, je voulais pas juste balancer ces persos, et de les remettre dans ces relations de famille, et aussi de comment ils nous forgent, et ils nous portent, et que les trajectoires des personnages de libération et d'émancipation se font par rapport à des déterminismes de technologie et sociétaux, mais aussi tout simplement se définir par rapport à des liens familiaux. Donc du coup, la question de la représentation, ça passe plutôt par des liens interpersonnels. Après, les persos vont essayer de s'autodéterminer en s'extrayant de ces liens-là, ou en tout cas en rentrant en conflit parfois, etc. Pourquoi cette prévalence de l'interpersonnel, des relations justement, plutôt que de partir sur un personnage, un héros? Enfin, d'où c'est parti cette idée de se détacher de la figure du héros? En fait, je sais pas, j'ai l'impression que les choses se font
Les choses se font dans l'échange, dans la rencontre en fait. J'ai du mal, enfin un héros tout seul, ou une héroïne on va dire, tout seul dans son coin, bon bah, elle va pouvoir avoir des phases d'introspection longtemps, mais on fait peut-être un peu rapidement le tour, on se définit beaucoup en rapport à. Donc moi j'étais dans ces thématiques-là aussi dans ma vie professionnelle autre. Donc c'était dans ces questions de rapport à l'autre qui nous définissent, qui nous, ouais, encore une fois, qui nous forgent en fait. Et voilà, pour moi, c'est là que ça se fait, que les histoires se font dans ce rapport. Et juste pour une dernière chose sur le lien mère-enfant, j'ai fait une des nouvelles les plus subversives que j'ai pu faire. C'était une relation belle-mère-belle-fille qui se passait bien, qui était belle et lumineuse, et de soutien et d'amour et de vraiment de soutien. C'est donc ma fameuse femme de 75-80 ans qui allait sauver sa belle-fille. Et voilà. Et je trouvais aussi que c'était des représentations Qu'on voit de jamais. schémas qu'on voit jamais. Oui, c'est vrai. Et je voulais pas le cliché de la mère et la compagne en compétition pour l'amour et l'intérêt de l'homme, enfin du fils, etc. Et le mec est même pas dans la nouvelle, enfin, il est même pas là, il est même pas mentionné. Et les gens sont venus me voir en disant, mais moi, j'en ai eu d'ailleurs avant-hier, je sais pas si elle est là ou si elle est déjà partie. Elle me dit, mais moi en fait, je m'entends bien avec ma belle-mère, je vais lui offrir votre livre. Et je dis, mais oui. Ah, c'est intéressant parce que ça veut dire que les représentations assez clichés, stéréotypées dont on parlait, ça se représente aussi dans les schémas. C'est pas juste les représentations de personnages, c'est la manière dont on raconte les histoires ou les relations. C'est intéressant. Exactement. Juste par rapport du coup aux jeux vidéo et à la création de personnages pour Lucie, comment est-ce que toi tu as créé un personnage de toute pièce? Tu disais que pour les questions de personnages anthropomorphes, dinosaures, il n'y avait pas encore de scénario à ce moment-là, donc tu as pu faire ce que tu voulais, mais justement, est-ce que c'est pas hyper difficile d'avoir tout le champ des possibles? Et est-ce que tu devais coller à un certain réalisme scientifique, ou est-ce que tu étais plutôt libre de faire des choses qui te plaisaient? Alors j'étais pas mal libre parce qu'en gros le projet a commencé et puis on m'a confié du coup donc le design de ces personnages dinosaures. Il n'y avait pas grand monde d'autres qui travaillaient sur le projet à ce moment-là. Le reste de l'équipe travaillait sur autre chose. Et donc du coup d'abord le gros challenge ça a été de mixer cette partie dinosaure et cette partie humaine pour créer des personnages. Et donc en fait c'est un peu de là que sont venues l'idée pour les différents personnages, c'est juste en me basant sur des espèces de dinosaures que j'aimais bien. Par exemple, moi j'adore les stégosaures, donc je voulais absolument faire un personnage stégosaure. Je voulais avoir des personnages qui volent, donc j'ai fait des ptérannosaures. Enfin, je voulais avoir un autre avec des nageoires, donc je suis vraiment d'abord partie de là. Et ensuite, j'ai essayé de représenter différents personnages qui, moi, me plaisent, enfin un peu des archétypes que j'aime bien, mais en leur trouvant comment dire, une représentation visuelle qui n'était pas le cliché classique. Donc, par exemple, notre personnage principal qui s'appelle Feng, qui est un ptérannosaure non binaire gothique, et ben, je lui ai mis des ailes un peu avec des plumes, ce qui n'est pas du tout biologiquement une réalité, mais rien de Goodbye Volcano High n'est une réalité biologique de toute façon. Et j'aimais bien le côté, voilà, un personnage gothique avec des espèces d'ailes d'ange et en même temps une tête de ptérannosaure. Enfin, je me suis un peu amusée du coup sur tous ces designs. Et c'est vrai que j'ai quand même essayé un petit peu de mettre des côtés biologiques qui m'intéressaient dans les personnages. Par exemple, à un moment, en fait, on a un personnage, c'est un Parasaurolophus, et j'avais fait des recherches dessus, et ils ont une espèce de grosse corne, on ne sait pas trop à quoi elle servait. Une des théories, c'est qu'ils la faisaient vibrer pour envoyer des messages aux autres membres de leur espèce. Et donc, pendant un moment, moi, j'avais envisagé qu'avec sa famille, elle communiquait comme ça, sans bruit, et que potentiellement, on pourrait avoir une scène avec le personnage principal qui vient dans la famille de cette personne-là. Et tout le monde à table ne fait aucun bruit. À un moment, tout le monde éclate de rire et juste d'être complètement perdu. Je crois que je ne l'ai pas redit au début, mais du coup, on est d'accord, c'est un jeu narratif. Oui. Et je me demandais toujours, par rapport au travail de Chara Design, où quand même tu crées des personnages et tout ça, là, on le voit, tu fais un peu de JDR dans ta tête. Enfin, tu t'imagines des choses, des situations pour pouvoir créer le personnage. Peut-être aussi des tempéraments. Est-ce que tu te fais un peu une fiche personnage au-delà des aspects visuels pour travailler? C'est pas vraiment mon métier. Moi, c'est plus vraiment la partie visuelle. Mais après, je peux pas m'empêcher, quand je crée un personnage, si je suis toute seule à le faire, je suis un peu obligée d'avoir une histoire et d'imaginer un petit peu qui est ce personnage pour pouvoir lui donner des attributs visuels. Mais ensuite, après, c'est vrai que moi, tout ce que j'avais imaginé, une fois qu'on a embauché des scénaristes, ça a été mis entre leurs mains. On en a un peu discuté, mais c'est vraiment eux qui ont repris et qui ensuite ont fait leur métier qu'ils savent faire mieux que moi. Oui, mais en tout cas, tu vois, tu as quand même un imaginaire qui se construit. Oui, Ouais. bien sûr, ouais.
Trop bien, trop intéressant. Pour les couvertures de personnages un peu emblématiques de comics, comment est-ce que toi tu travailles avec les symboles qui sont déjà présents de personnages? Est-ce que tu réfléchis à la mise en scène en disant tiens là je peux créer ça? Au niveau des couvertures, je me rends pas compte en fait les consignes que tu as et à quel point tu es libre de créer ce que tu veux en termes de mise en scène. Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant de voir les personnages évoluer aussi au fil du temps et bouger. Honnêtement, j'ai pas énormément comment euh, les trois quarts du temps, en fait, la majorité de mon travail, c'est des variantes cover, donc des couvertures alternatives. La plupart du temps, en fait, les couvertures, on peut les diviser dans la première catégorie, c'est les couvertures qui accompagnent l'histoire, dans lesquelles il faut un peu raconter ce qui va se passer. Les variantes cover, c'est un petit peu ce qu'on veut. Genre, il peut y avoir des événements, genre, par exemple, pendant un mois ou deux, il va y avoir la sortie du film Venom, donc on va faire Venom sur toutes les couvertures, ou n'importe quel autre personnage en vrai. C'est souvent des images qui sont plutôt emblématiques, des images qu'on peut utiliser pour des posters. Il faut savoir qu'aussi, en plus, en comics, on fait les couvertures 3 mois avant, et que parfois, le texte n'existe pas encore quand on fait les couvertures, en fait. Mais il faut qu'elles soient là pour les préventes, parce que les libraires vont les commander, et il faut qu'elles soient là dans le magazine et qu'elles aient un visuel. Un TBA, c'est pas super. TBA, c'est to be announced. Et quand il y a ça à la place d'une image, bah, c'est des ventes en moins, en vrai. Donc, surtout pour les variantes, parce qu'en fait, il y a des ratios. En gros, les variantes cover, ça peut être par exemple, si c'est 1 pour 25, un libraire, il doit commander 25 volumes pour en avoir un seul. Donc, ça pousse aussi les ventes des couvertures principales et ainsi de suite. Donc moi, la plupart du temps, je reçois des mails qui ressemblent, je ne veux pas vous en dire, hein, c'est ennuyeux, mais genre, salut Stéphanie, on a pensé à toi, on a une couverture pour ça, tu veux pas la faire? Et puis après, il m'envoie des fois des références, des fois pas de références, des fois il y en a un qui est là genre, et on aime vraiment bien, bien comment t'aimes le feu, donc ça serait cool d'avoir ça. Le reste du temps, j'ai pas grand chose. Là, sur celle qui, ouais, elle est là, genre, Phénix revient sur Terre, voilà. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est intéressant. Mais moi, j'avais l'impression que par rapport à d'autres types d'illustrations, le fait de faire une couverture, il y a un truc très accrocheur, quoi. Il y a quand même un travail spécifique de la couverture. Oui, mais c'est un travail de composition avant tout. En fait, par exemple, sur Die c'est une série indé, donc celle qui est, elle est là. Alors, moi, je ne suis pas extrêmement bonne en design, mais j'ai eu l'idée de génie de ma vie sur Die. C'est qu'en fait, j'ai mis un gros signe dessus, ce qui fait qu'on la voit toujours partout où elle est. Alors, on voit vraiment qu'elle. Et on la repère hyper facilement. Et aussi, moi, j'adore tout ce qui est caché au vu de tous. Mais ce gros signe, en fait, c'est un D20 déplié. Ça m'a pris Ah oui. une petite après-midi, une paire de ciseaux, et puis un peu de patience et du scotch. Et, du coup, effectivement, parce qu'il existait déjà des modèles d'origami de D20 et ben, ils ne sont pas licençables parce que c'est pas moi qui les ai faits. Donc, on a fait ça, ça rentrait bien. Et effectivement, c'est super parce qu'on peut travailler sur l'intérieur et l'extérieur. C'est toujours vraiment dans ta face, mais c'est super. Moi, j'adore. Ah, ça marche bien, hein, c'est impressionnant. Ouais, bah oui, c'est la seule idée de génie que j'aurais jamais. Mais c'est ok, ça me va parce que c'est pour mon propre livre. Bon, vraiment, c'est comme ça. Donc oui, j'ai rien d'autre à te répondre. Non, non, mais je trouve hyper intéressant comment est-ce qu'on doit créer un impact avec une couverture comme ça Ah d'album, oui, alors qu'il y a très peu de consignes au final. qui sont données. non, mais en fait, en couverture, en gros, il y a 3 prérequis de mon point de Ouais. vue. C'est parler du livre à la bonne personne et et faire en sorte que la couverture se voit au milieu de 200 autres couvertures. Et moi, je travaille surtout en termes de composition sur des diagonales. La plupart de mes images sont construites sur des diagonales parce que les diagonales rendent des images dynamiques. Et alors pas tellement sur cette image, mais je travaille beaucoup avec l'espace négatif parce que l'espace négatif, ça permet de faire voir les images. Enfin, l'espace négatif, c'est le blanc. D'accord. Des fois, c'est le noir, mais souvent, c'est du blanc. Voilà. Super.
Audrey, vous, j'oscille entre vouvoiement et tutoiement parce que j'ai mis tout au vous dans mon texte. Dans ton dernier livre, il y a un lien très fort entre ce qui arrive à tes personnages et l'utilisation assez autoritaire qui est faite de la technologie. Donc pareil, là, je me posais plutôt une question de la représentation de la technologie et de ses usages. Comment t'en es arrivé à parler de nanotechnologie, de te renseigner là-dessus, d'essayer d'en faire quelque chose dans ton livre? J'ai vachement potassé en fait. Ah ouais. Je suis pas scientifique de base. En fait, non, je suis encore une fois dans les thématiques qui me suivent. C'est vraiment à travers mes ouvrages. Comme je suis sur qu'est-ce qui forge l'individu, j'étais sur les relations, la relation à l'autre, les amitiés, la famille qui y a dans Rossignol et dans Syntonia. Et en fait, ce qui nous forge également, qui est tout simplement les technologies avec lesquelles on vit au quotidien et leur impact. C'est vraiment le déterminisme technologique en fait, ce qui est qu'on n'est plus du tout sur une société qui va se dire j'ai des besoins, je vais faire un cahier des charges. On a fait tous techno en 4e, hein, c'est ça. J'ai des besoins, j'ai un cahier des charges, je demande à des gens d'inventer le produit, ensuite je le market et ça répond à un besoin. Maintenant, on nous balance des technologies, voilà. Et en fait, après, la société en fait quelque chose, le marchandise généralement assez vite, le détourne aussi assez vite. Et au final, ça nous forge en tant que société sur la façon de faire société, de faire civilisation. Voilà. Donc là, alors dans Rossignol, c'est hyper prégnant parce que c'est une station spatiale qui, si elle fonctionne pas, tout le monde meurt dans le froid de l'espace. Et dans Syntonia, c'est les nanotechnologies qui ont permis à certaines cités, enfin certaines populations de s'élever en cité-État dans des villes-tiges. Donc c'est vraiment un peu la technologie qui vient nous sauver, un peu neutre. Mais au final, toutes les applications de la nanotechnologie finit par forger vraiment et par vraiment réorganiser tous les liens sociaux dans une technologie qui est hyper invisible. Puisque les nanotech, c'est vraiment minuscule, c'est invisible à l'œil nu. Et donc, c'est toujours quand je mets en parallèle ces deux choses, ces deux influences qu'on a des autres et du système social et économique et politique, et de cette technologie invisible qui nous forge. Donc, on est toujours sur la question d'influence, en fait, encore une fois. Et quand on ne le voit pas, c'est encore pire, en fait. Parce qu'on ne peut pas se libérer de quelque chose qu'on ne voit pas. Mais c'est marrant que tu aies été faire des recherches sur les nanotechnologies. Enfin, qu'est-ce qui t'a amené vers ce sujet-là en disant je vais partir sur le côté invisible et tout ça? Alors en fait, à la base, je voulais travailler sur une structure familiale matriarcale où on pouvait contrôler ses enfants. Voilà. Je venais d'être maman et je me disais que ça aurait été vraiment cool de réussir à contrôler mes gosses. Quand on sent que dans la pièce d'à côté, ils sont en train de faire une connerie, je me dis, il doit y avoir quelque chose. Et j'ai découvert qu'il y avait effectivement quelque chose qui est le microchimérisme fœto-maternel, donc l'échange de cellules entre la mère et l'enfant pendant la grossesse, qui fait que pendant 20, 30, 40 ans, on a retrouvé les cellules des enfants dans l'organisme de la mère, des tissus cardiaques, des choses comme ça, qui parfois sont même allés réparer la mère pendant la grossesse. Donc les tissus cardiaques qui vont réparer des lésions au cœur que peuvent avoir certaines mères. Donc votre enfant vous répare parce qu'il a plutôt intérêt que vous soyez un bon vaisseau de construction quand vous êtes enceinte. Et je trouvais ça magnifique. Vous avez aussi votre enfant a des traces de vous aussi pendant des décennies après sa naissance. Et moi, je me suis dit, je vais le twister avec quelque chose d'horrible. Et pour ça, il me fallait de la technologie qui allait avec. Et c'était la nanotechnologie. Et en me renseignant sur la nanotechnologie, je m'en suis rendu compte qu'on est plutôt sur la science des matériaux, le changement des propriétés de la matière. Et ça m'a amené aussi à aller et à potasser et à voir toutes les applications diverses. Trop bien, trop intéressant. Mais toi, tu as quand même une représentation de la technologie où, si c'est dans de mauvaises mains ou dans un mauvais système politique, ça peut dériver, quoi. Oui, complètement. Alors là, c'est plutôt dans Rossignol où c'était vrai. Dans une tenue partout, en fait, partout. Sur la neutralité de la technologie. Et est-ce que c'est jamais neutre ou pas et Très bien. son application politique. Très bien. Pour Lucie, je me demandais, être directrice artistique dans un jeu vidéo, ça implique de faire attention du coup à la cohérence de l'univers qu'on est en train de créer. Comment est-ce que vous, sur le jeu avec les lycéens et lycéennes dinosaures, vous avez réussi à travailler une œuvre collective, parce que le jeu vidéo c'est un travail d'équipe, pour que ça reste cohérent avec ce que tout le monde amène?
Oui, c'est une grosse question. En fait, moi, quand je suis arrivée sur le projet, on était juste 3 au début, puis ensuite l'équipe a énormément grossi. Donc c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y avait une nouvelle personne qui arrivait, il fallait réussir à vraiment la faire rentrer dans l'idée de l'univers qu'on avait créé. Ça a été un petit peu compliqué par moments, un petit peu désorganisé. Moi, j'ai eu des petits soucis à des moments avec la scénariste où elle n'était pas forcément toujours très d'accord pour communiquer avec moi et échanger des idées. Donc c'est vrai que moi, j'avais un peu ma vision de ce que ça pouvait être. Et justement, ça me faisait beaucoup rire d'explorer le côté c'est des dinosaures, qu'est-ce qu'on va faire d'intéressant avec ça. Moi, je voulais qu'on fasse que, par exemple, la grossesse d'une femme dinosaure, ce soit de pondre un œuf et de s'en occuper pendant des mois, et qu'il y ait, par exemple, des photos de famille avec juste une mère qui porte son œuf dans les décors. Ça m'aurait beaucoup fait rire. Malheureusement, j'ai pas réussi à avoir une assez bonne relation avec la scénariste pour que ça se passe comme ça. Mais ensuite, au niveau graphique, c'est vrai que là, ça a été vraiment mon travail de diriger toute l'équipe graphique, parce qu'on a été une quinzaine au final, ce qui est assez petit pour un jeu vidéo, mais assez gros pour un jeu vidéo indépendant. Et du coup, c'est vrai que ça, comment dire, j'ai dû faire du onboarding pour pas mal de monde, faire pas mal de guides pour expliquer, par exemple, en fait, on a notre monde qui est peuplé de plein de dinosaures dans les décors. Comme c'est un lycée, on a plein de petits dinosaures qui n'ont pas de nom, qui sont dessinés dans le fond. Et pour ça, en fait, j'ai eu des artistes qui les ont dessinés, donc je leur avais fait un guide de, voilà, utiliser telle partie des dinosaures, mettez-les comme ça, c'est comme ça qu'on va faire pour les mixer avec des humains, etc. Et ensuite, c'était beaucoup de travail, moi, de tous les matins. Je regardais tout ce que les artistes avaient fait, et puis je passais dessus pour dire ça c'est cohérent avec ce qu'on a créé, ça l'est pas. Et donc ça a été une grosse partie de mon travail au final sur ce projet. Je peux rebondir sur le dinosaure enceinte. Ça, c'est super. Ça me fait vraiment. Ça me fait beaucoup écho parce que il y avait la question de la représentation de l'autre. On parlait du male gaze, et moi dans Rossignol, j'ai beaucoup d'espèces non humaines, et ça me fait penser aux dinosaures et tout. Et j'essayais de pas avoir le human gaze, qui était de me dire, je vais voir une espèce non humaine, je vais la. Fallait pas qu'elle soit monstrueuse aux yeux humains, en fait. Fallait pas que je retombe sur 2 bras, 2 jambes, et sur des grossesses qui étaient des grossesses vivipares, tout ça. Et ça avait été vraiment le truc d'essayer de sortir à chaque fois, et donc de penser à aussi d'autres formes de façon de faire des enfants et de se reproduire. En plus, même des fois, j'ai des espèces qui donnent pas naissance, qui se clonent, ou qui Il y a des crapauds qui portent leur bébé dans les pores de leur peau sur le dos. voilà. C'est vraiment dégueulasse, pardon. Et c'était hyper difficile. On parlait tout à l'heure du Parasaurolophus, parce que je connais mes dinosaures aussi, j'ai des enfants, avec leurs petites cornes. Et c'était aussi de penser d'autres façons de communiquer, et d'imaginer que nous pouvons en avoir qui ne fassent pas de son, ou qui fassent des sons que de toute façon les autres ne peuvent pas entendre, parce qu'ils n'ont pas les oreilles pour entendre. Et ça peut aussi, rien que dans ces petits travaux d'essayer de trouver finalement quelque chose d'assez divers et d'assez fun, et ça retombe après sur des questions, comment ça influe sur l'histoire et l'intrigue, et on retrouvait tout ça. Et on se creuse la tête pour éviter l'anthropomorphisme et l'anthropocentrisme et le human gaze, encore une fois. Et voilà, moi dans Rossignol, mon personnage principal, sa meilleure amie, elle a des écailles, elle a des ocelles, mais je voulais pas dire c'est un serpent lézard cafard, parce que c'est humain d'avoir un peu le dégoût du cafard, serpent, lézard, je ne sais quoi. Et en même temps, mon personnage principal humain n'a jamais vu un cafard, lézard ou serpent, parce que elle a toujours vécu dans une station spatiale, loin des terres, des planètes humaines. Et voilà. Et donc c'était un peu la difficulté, de retrouver aussi, de se redécentrer du. Et là, c'est peut-être là qu'on voit un écart aussi entre le travail que toi tu fais, du coup, qui est d'écriture et de création par l'écrit, que de se retrouver dans des arts visuels où, là, c'est ce que tu disais aussi pour les couvertures, où il faut que ça parle à un public aussi. Donc comment est-ce qu'on fait pour représenter quelque chose dans lequel le public peut s'identifier, pour se dire, bon, là, ça peut me parler, je vais pouvoir acheter, ou là, j'ai l'impression qu'il y a plus de liberté permise par le texte, quoi. Et en même temps, comme on raconte des intrigues, les dialogues, on les raconte, les interactions, on les raconte, parce qu'on ne peut pas les montrer. Donc, mine de rien, quand à un moment, je voulais faire des espèces non humaines qui étaient très, très originales et très loin de l'anthropomorphisme et de ce qu'on a l'habitude de voir avec un tronc, 2 bras, 2 jambes. Mais en même temps, il y a des moments d'émotion où je me disais, elle le regarda dans les yeux. Attends, il n'a pas 2 yeux. Elle le regarda dans ses 123 yeux.
en spirale tout au long de ses tentacules. Non, mais enfin, donc ça devenait vraiment. J'avais besoin quand même qu'il y ait des interactions, d'émotions. Elle lisait sur le visage de ses amis, mais qui n'ont pas de visage, par exemple. Le En même temps, sourire, tu par peux- exemple, j'avais une espèce qui souriait tout le temps, mais pour l'humaine, elle interprétait ça comme un sourire, mais en fait, non, ils avaient juste une forme de bouche dans un sens de sourire. Mais C'était tu très peux fun. utiliser les trucs qu'ont Ouais. les gens neurodivergents. Si tu regardes les oreilles, les gens se rendent pas compte que tu les regardes pas dans les yeux, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Fallait contourner marche, hein. tout le temps. Fallait contourner. Il faut tout le temps aller trouver autre chose. Et voilà. Et ça aurait été plus facile de dessiner tout ça. Mais bon, je sais faire que des petits lapins comme dessin, donc c'était mort de toute façon. Nous, c'est vrai qu'on a eu un peu la même problématique avec nos dinosaures, parce qu'à la base, on voulait faire un dating sim, donc c'est un jeu de romance, où du coup, on aurait dû avoir des histoires romantiques avec ces personnages. Et donc, en fait, il fallait vraiment les humaniser pas mal pour que ça fonctionne. Et parce que aussi, pareil, un dinosaure, en fait, de face, les yeux, ils sont sur les côtés, quoi. Ça ressemble à rien. C'est un du coup, en herbivore. fait, c'est ça, visuellement, si on voulait qu'on puisse avoir une scène où le personnage te regarde intensément dans les yeux, il fallait que les yeux, en fait, soient sur le devant de la tête. Bah, Et ça, un ça a œil à la été... fois. oui. Ils peuvent, comme les poules, on tourne. Ouais, c'est ça. Ça, du coup, ça a été un gros travail de design d'essayer de faire en sorte que les personnages ressemblent vraiment à quelque chose de face, mais tout en que le joueur comprenne, enfin qu'on comprenne que le design, c'est un dinosaure. On vous casse les illusions, vous pensez qu'on pense à des trucs très profonds, philosophiques et tout, alors qu'on se passe juste des heures à se demander mais comment mes persos vont juste se regarder dans les yeux. C'est pas possible. Stéphanie, tu t'es retrouvée, toi, à dessiner des choses qui n'étaient pas anthropomorphes ou humaines? Pas souvent. J'étais en train je me demandais depuis tout à l'heure si vous aviez des consultants parce que, en fait, non, mais sur ma série, en fait, un des personnages qu'on a un bras en moins dans la vie réelle et un bras mécanique. Et en fait, on a une consultante, par exemple, pour des détails très bêtes. En fait, genre à un moment, elle travaille sur un bureau. Comment cette personne organise son espace pour bosser avec un seul bras? Du coup, je me posais des questions. Est-ce que vous avez des consultants, des archéologues ou quelque chose? Paléontologue. Non, c'était surtout moi qui faisais des recherches toute seule parce que ça m'intéressait et je Ça remplissais. serait intéressant en même temps de bosser avec un spécialiste en Ça aurait été, paléontologie. hyper intéressant. C'est vrai qu'on n'avait pas trop les capacités avec le studio, était tout petit, on n'avait pas énormément de financement au départ, donc ça n'aurait pas été possible, mais ça aurait été super intéressant. Ouais. Désolée, ça n'a pas répondu. Non, c'est très intéressant. Ça me fait rebondir sur une tendance qu'on a aussi. Alors moi, c'est mon point de vue SF. Je ne sais pas si vous l'avez dans vos médias, mais des sensitive readers en fait. Enfin, même quand on est sur des représentations par exemple, du handicap ou de la vie de personnes qui ont d'autres réalités, des personnes racisées ou des personnes en situation de migration ou même d'addiction, enfin des choses. On parlait aussi de comment on représente, qu'on écrit ce qu'on connaît. Alors voilà, je vous ai bassiné depuis 40 minutes sur le lien mère-enfant, mais voilà, il y a ça aussi. Mais moi, il s'est posé des questions et il s'en pose tout le temps, la question de est-ce qu'à un moment j'écrirais, et j'en fais un peu, mais avec des questionnements sur la légitimité à le faire et qu'est-ce qu'il faudra comme proofreader, sensitivity readers, d'écrire d'autres réalités de vie pour être sur une diversité peut-être encore plus riche, notamment sur le handicap. Et ça, c'est un travail qui est fait plutôt par les éditeurs, du coup, toi, de ton côté? Parce que j'ai l'impression que là, c'est ce qui manquait aussi dans ce que tu disais, c'est qu'en fait, le studio n'a pas les fonds. Donc, potentiellement, ça pourrait venir d'un éditeur qui amène ce travail-là pour pouvoir parfaire un petit peu le travail de base par le studio. Oui, alors pour le coup, pour Dai, on est complètement créateur. Ok. On n'a pas un éditeur qui nous a commandé quelque chose. Et pour une histoire qui se passe dans un monde, techniquement dans un isekai, c'est une histoire qui est très très ancrée dans la réalité aussi, pas que la mienne. En fait, on a deux personnes racisées dans le groupe de Dai. Une des deux qui est d'origine asiatique, en fait, elle est créée d'après ma meilleure amie, qui est adoptée coréenne. Et du coup, de temps en temps, je lui envoie genre c'est moi ça? Oui, c'est toi. Elle était contente. Oui, c'est intéressant de voir comment les personnes qui nous entourent inspirent aussi nos récits ou nos manières de représenter ces récits-là. Non, mais il y avait aussi un côté, je sais que
elle souffre parfois du fait qu'il n'y ait pas de représentation pour les adoptés coréens. Et les seuls qu'il y a dans la culture, c'était Fleur Pellerin, quelque chose comme ça, l'ancienne ministre de la Culture. Oui. Et c'était la seule finalement. Et du coup, je me dis, en plus, c'était vraiment un truc de la voir là. C'était bien pour moi, c'était peut-être bien pour elle. En tout cas, c'était un très bon personnage. Trop bien. Et cela, et sur comme on disait au début de la table ronde, sur quand on met des personnages, quand on cherche une diversité de personnages, à quel moment est-ce que ça entre ou pas dans l'intrigue. Voilà, mon personnage enceinte dont c'était pas du tout le sujet, sa grossesse, parce que c'est juste que quand on est une femme, on a plusieurs enfants, ça nous prend 9 mois de notre vie à chaque fois, donc il y a un moment où techniquement on est un peu enceinte si on le désire et si on y arrive. Mais je veux dire, il y avait la question du handicap. Moi, j'avais des personnes qui avaient, c'est pas moi, mais une amie autrice qui avait mis une personne qui était en fauteuil, en plus elle avait un handicap qui variait selon les jours, en fonction de sa fatigue, et également elle avait mis un enfant qui était appareillé. Et en fait, elle avait vraiment des retours. Les gens disaient, je comprends pas, vous avez un enfant appareillé, mais c'est pas le sujet du livre en fait. C'est juste vous raconter une autre chose qui se passe dans cette famille. Et elle disait, oui, il n'a pas d'obligation en fait d'en parler, de répondre. C'est juste des réalités qu'on peut juste aussi poser pour avoir des tableaux aussi divers que l'est la société aujourd'hui en fait. Donc c'était aussi un peu le côté, on peut mettre aussi des représentations, mais qui n'ont pas une vocation utilitariste non plus. Voilà, ni de trop flag militants. Enfin, je veux dire, c'est aussi juste des droits d'exister et d'apparaître dans les récits. C'est Oui, puis exactement ça. de montrer la diversité du monde aussi, où clairement ces personnes existent et ont le droit d'exister, n'ont pas besoin d'avoir Voilà. une histoire à raconter qui est spécifiquement là-dessus, ont un droit d'exister pour autre chose aussi, d'avoir des passions, des loisirs, une famille, enfin voilà. Exactement. Je me posais la question dans vos choix de représentation aussi. J'ai l'impression que quand on choisit des éléments d'un personnage, ça peut être un moyen aussi de raconter des choses de manière émotionnelle, surtout dans les arts visuels. Est-ce que vous essayez du coup par la manière dont vous créez vos personnages de prêter attention aux émotions que vous allez transmettre du coup? Là, c'est ce qu'on parlait aussi avec les couvertures, avec les personnes qui vont regarder la couverture. Mais du coup, comment est-ce que vous travaillez ça, la question des émotions dans la création des personnages? Pour le coup, moi, je travaille beaucoup sur les micro-expressions, où j'essaye de faire passer beaucoup de choses qui sont compréhensibles. Mais les émotions, en fait, elles sont dans les histoires, les couvertures, elles sont là pour attirer les lecteurs. C'est bien qu'on puisse faire comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous et le livre, enfin, entre le lecteur et le livre, mais il y a beaucoup de choses très personnelles dans les livres aussi. Globalement, c'est quand même beaucoup qui run sur Die, mais malgré tout, sur la seconde série, par exemple, entre le moment où la première série est sortie et maintenant, Kieran est devenu parent et moi, j'ai perdu mon père d'une maladie neurodégénérative. En fait, c'est les deux thèmes qui sont les plus développés dans la nouvelle série. Encore une fois, c'est pas l'histoire principale, mais ça fait partie des histoires. Parce qu'en fait, de mon point de vue, je crois que les histoires les plus honnêtes, vraiment crûment honnêtes, c'est les histoires les plus universelles. Plus tu as l'impression que ton histoire, elle t'appartient et en fait, plus elle est facile à partager. C'est aussi pour ça que quand on traite l'autre, en fait, c'est bien d'avoir des gens autour de soi qui peuvent nous dire là, c'est pas juste. C'est les sensitivity readers et ainsi de suite. Et c'est parfois compliqué. Enfin, en tout cas, en plus, dans mon cas, je travaille plutôt pour le milieu américain. Et une fois, j'étais à un repas le soir avec que des auteurs noirs, en fait. Et je leur demandais, en fait, pourquoi ils ne travaillaient pas pour Marvel, parce qu'ils faisaient tous du comics. Et ils étaient là, non, en fait, parce que la vision des personnes noires dans Marvel, en fait, elle vient de la colonisation et que, en fait, il y avait une nana qui était là, elle disait, moi, je veux pas rentrer là-dedans, même s'ils me laissent carte blanche, je préfère faire mes choses et toucher mes droits d'auteur sur mes livres plutôt que de profiter de ça. Et du coup, en fait, il faut aussi prendre ça en compte, c'est qu'aussi, il y a des différences culturelles. On n'a pas la même histoire que les États-Unis. Moi, je travaille pour les États-Unis, donc il y a aussi ça à prendre en compte. J'ai vraiment beaucoup digressé. Non, c'était très bien, c'était très intéressant. Audrey et Lucie, vous, du côté des émotions que vous voulez transmettre, comment est-ce que vous faites attention à ça avec les représentations de personnages que vous avez ?
Moi, sur les émotions, c'est vrai que c'était beaucoup, les émotions des personnages, comme ils avaient ces têtes de dinosaures, du coup, en les humanisant, ça a permis aussi de rendre les émotions possibles, parce que sinon, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre les émotions de quelque chose qui n'est pas humain. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup ce travail d'humaniser tout en gardant les visages dinosaures. Il y avait par exemple, comme j'avais dit, moi, j'aime beaucoup les stégosaures. Et et en fait, les stégosaures, j'avais fait des recherches, donc ils ont un bec et ils ont aussi pas de dents à part des molaires au fond de la bouche. Oh, wow. Et donc, en fait, le personnage stégosaure que j'avais fait au départ, j'ai essayé de la faire, du coup, vraiment avec un bec et puis pas de dents, juste des dents au fond. Enfin, ça marchait pas du tout, ça faisait juste peur en fait quand elle souriait. Donc, c'est des trucs où j'ai dû un peu remettre le curseur plus vers un personnage humain. Et ensuite, après, ça a été un travail de prendre chaque dinosaure que j'avais designé et leur dessiner un panel d'émotions différents pour voir si ça fonctionnait avec le design que j'avais fait. Parce qu'on a aussi des dinosaures avec des museaux assez longs et puis qui ont beaucoup de dents pointues. Donc, il fallait être sûr que quand ils sourient, ils n'avaient pas l'air trop menaçants. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et ensuite, comme par exemple ces caractère sheets-là que j'ai fait, qui ensuite ont été donnés aussi aux autres artistes pour avoir un peu le ton de chaque personnage et comment représenter les différentes émotions que chaque personnage aurait dans l'histoire. Donc là, c'était plus un enjeu que ça soit lisible par les personnes qui vont jouer au jeu et qui vont comprendre du coup les émotions qui sont représentées par l'animation du personnage, quoi. Ouais. Moi, comme je disais dans Rossignol, j'avais un souci qu'ils avaient trop d'œil parfois et que les sourires aussi étaient compliqués, donc les émotions c'était compliqué. Mais comme c'est de l'écrit, je pouvais un peu plus détailler. Puis bon, c'est les récits en point de vue interne profond de l'héroïne. Donc il y avait d'autres façons de faire. Et en fait, ce qui était je fais rapidement, mais ce qui était intéressant aussi avec ça, c'est que on revenait sur est-ce qu'on quand j'avais cette très grande diversité pour le coup d'espèces non humaines, comment ils font société et comment ils font corps s'il n'y a pas des émotions qui sont facilement identifiables chez les uns et chez les autres. Alors heureusement, comme ils coexistent depuis quelques centaines d'années, il y avait quand même des choses qui s'étaient créées et puis il y avait des traductions, il y avait des interprétations. Ils avaient une forme d'interprétation dans l'oreille qui leur dit alors là, en face de toi, il est en train de sourire ou dans son espèce, c'est une forme de rire, par exemple, pour traduire le rire et ça. Donc ça m'a ramené aussi au propos aussi un peu plus politique et social que portait Rossignol. Ça, c'est intéressant parce que même entre personnes d'une même espèce, oui, voilà. il y a tellement de différences culturelles, etc., que c'est des fois très difficile de comprendre et de lire les émotions chez les uns et chez les autres quand on ne se connaît pas. Du coup, c'est vraiment un enjeu central aussi quand même des fois dans l'écriture de personnages pour vous, quoi. Et dans représenter l'autre dans la diversité de leur vie, il y a aussi représenter ses émotions. Et pour revenir effectivement à ce qui pouvait se faire aussi, ce que tu as pu connaître, quand on met des personnages dans des épreuves très fortes de deuil, de perte, de combat, etc., c'est aussi de se décentrer de soi en se disant là, moi j'ai des personnages, moi je vivrai ce qu'ils vivent, mais je serai à terre. Mais je vais montrer une autre forme peut-être de résilience, autre chose, parce que c'est des quêtes de sens. Alors c'est plutôt dans Syntonia, je dis pas ça pour qu'il change l'image, mais c'est plutôt dans Syntonia qu'il y a effectivement ça de savoir représenter les émotions de l'autre quand c'est des émotions qu'on n'a peut-être pas nous vécues. C'est quelque chose de tellement intime que c'est aussi extrêmement délicat, je dirais. Eh bien, merci beaucoup. On va passer aux questions du public. Un micro va vous être passé. On a une petite dizaine de minutes pour discuter avec vous. N'hésitez pas quand même à être concis parce que ça passe extrêmement vite vu qu'on a 3 personnes à la table ronde et que ça serait bien que tout le monde puisse s'exprimer. Si vous avez une question spécifique à une personne, n'hésitez pas. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour vos interventions, c'était super intéressant. Ma question, elle va porter sur revenir un peu au titre de la session, représenter l'autre, notamment quand vous représentez dans de l'imaginaire un autre, de science-fiction, représenter l'étrange aussi, représenter l'autre dans l'adversité. Est-ce que c'est un challenge de ne pas tomber dans des choses qui finalement... je suis désolée, qui sortent de notre norme à nous, mais qui sont en fait un peu comme des discriminations, comme ça a pu être fait avant.
quand l'étrange était en fait le symbole de juste des populations discriminées. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait réfléchir ou est-ce que ça vient naturellement et c'est facile pour vous de représenter l'autre, l'étrange et tout ça? Donc, c'est la question de l'étrange. Oui. Et comment est-ce qu'on évite de le représenter comme une menace et comment est-ce qu'on Oui, c'est travaille ça. autrement Merci ça? beaucoup. Pas de souci. Moi, je travaille assez peu sur le thème de l'étrange, parfois de l'horrifique, mais pas de l'étrange. Mais j'ai la chance d'avoir un dessin qui est plutôt plus réaliste que certains auteurs de comics. Du coup, en fait, je peux pas tellement me permettre de rentrer dans la caricature. En fait, si j'ai des personnes que je dessine qui sont plus loin de moi, je vais trouver des modèles. En fait, je vais pas dessiner juste un stéréotype. Je vais trouver quelqu'un de la bonne origine, avec un physique qui me convient. J'aurais envie de dessiner souvent, mais je peux pas. En fait, je peux pas tellement rentrer dans les caractères. Mais dans l'horrifique, c'est quoi tes menaces? C'est quoi? Ah, mais l'horrifique, c'est des gens qui perdent leurs yeux. Ok. Honnêtement, chercher des références sur ce genre de truc, c'est non. Donc, une fois, j'aime beaucoup les auteurs, mais des fois, ils prennent des dessinateurs un petit peu comme des baguettes magiques. Une fois, j'ai un auteur qui m'a envoyé un truc, genre, tu te rappelles bien de la cité des Inhumains qui est tombée sur la cité de New York? Et ben là, c'est maintenant. Donc, double page, depuis l'Hudson, New York détruite. Je disais, mais pourquoi? Alors, moi, j'étais pas prête à dessiner ça. Et du coup, j'ai dû faire des recherches sur à quoi ça ressemble New York détruite, donc le 11 septembre. Genre, c'était la semaine la plus triste de ma vie. Hein. Donc, ouais, pas trop de recherches là-dessus. Les tas de cadavres, voilà, je fais des paquets d'allumettes. Moi, c'est vrai que j'ai pas du tout travaillé sur un peu l'étrange qui fait peur, l'horreur, ce genre de choses. Quand j'ai designé les personnages dinosaures, comme on partait sur un dating sim et donc des histoires de romance, ils n'étaient pas censés du tout faire peur. Au contraire, il fallait vraiment prendre ces dinosaures et puis les rendre les plus attachants possibles. Mais il y a le réalisateur qui était obsédé par les images d'Anarcute. Dans Anarcute, c'est un jeu où des personnages qui sont des animaux, sous forme humaine parce qu'ils se déplacent, vont faire des émeutes et renverser des voitures de police. Donc tu as quand même dû représenter une menace, la police. Oui, c'est vrai. C'était un jeu sur lequel j'avais travaillé il y a 10 ans maintenant, quand j'étais étudiante. Et pour le coup, on était 2 artistes à travailler dessus. Et donc la police dans le jeu qu'on a renommé la Brainwash Patrol pour pas avoir trop de soucis. Mais en fait, c'est mon collègue qui les avait designés. Moi, j'avais vraiment designé le côté des petites têtes d'animaux mignons parce que c'est vraiment plus mon domaine. Très bien. Et toi, la menace, la question de comment est-ce qu'on représente la menace? Alors moi, c'est plus la question de comment on représentait l'étrange. En fait, j'en étais sortie par un petit salto arrière triple de se piquer. C'est que dans Rossignol, en fait, il y a quand même des espèces, il y a des espèces non humaines, et il y en a beaucoup, mais il y a aussi une hybridation interespèce, ce qui fait que mon propos est lui-même de dire que quasiment tous les individus sont uniques dans leur hybridation et dans les caractères qui ont été exprimés dans leur ADN, dans leur gène ou pas. Et donc, en fait, il y a pas d'étrangeté dans le sens où c'est pas comme s'il y avait un groupe homogène qui voyait arriver une étrangeté auquel on va prêter effectivement parfois des caractères horrifiques ou de dégoût. Ou autre. C'est pas, et ça l'est pas, et j'avais vraiment montré qu'en fait, voilà, des choses, quand le personnage décrit ces espèces-là ou ces individus-là, nous humains sur Terre, voilà, on se dit, voilà, il est gluant, il a des crocs, il a des trucs. Mais en fait, non, elle, ça passe crème. C'est ses potes avec qui elle va en boîte le samedi soir. Enfin, c'est vraiment. Elle sort avec des cafards, c'est ça que tu dis? Ah non, c'est sa meilleure amie, D'accord. cafard, serpent, lézard. Mais oui, il y en a plein d'autres. Moi, après, en plus, j'ai des espèces qui sont pas en basse carbone. J'ai des espèces qui sont des ondes radio et d'autres, c'est des nuages. Enfin, donc après, c'est pour vous dire qu'on allait vraiment dans de l'étrange, mais on sortait même vraiment de la corporalité de l'autre. C'est un autre débat qu'on pourra avoir. Ils se reproduisent, les nuages? Non, en revanche, là, il n'y a pas d'hybridation interespèce. D'accord. Et d'ailleurs, ça les dérange. Enfin, c'est très triste pour eux. Enfin, ils se sentent un peu à part aussi de trucs. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui. Je vois les gens lever les mains vers le fond. Ah, parfait. Oui, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour les interventions et pour la modération aussi, qui était excellente. Gentil. Moi, ça me pose question vis-à-vis du fardeau de la compréhension de l'autre.
À quel moment en fait l'altérité est tellement grande qu'à un moment donné le fardeau au final de se faire comprendre il est potentiellement aussi sur l'autre quoi. Je pense par exemple à moi mes références vidéoludiques par exemple Mass Effect où on a une espèce qui d'apparence les Elcor sont très impressionnants, sont très prenants etc, mais au final sont obligés d'eux-mêmes de qualifier chacune de leurs phrases de leur émotion profonde parce que le ton est tellement monocorde que de toute façon en fait un interlocuteur quelconque de n'importe quelle espèce est incapable de déceler l'émotion parce que de toute façon leur langage à eux passe par des infrasons ou des vibrations ou que sais-je qui sont irrécupérables par d'autres espèces et ça pose question du coup oui encore une fois du fardeau de la compréhensibilité d'une espèce par rapport à une autre ou de l'autre en fait tout simplement et à quel moment c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte dans ce genre de récit qui fait le premier pas en fait. C'est ça la question fondamentale quoi. Oui, enfin voilà, oui. Effectivement. Non, c'est super dur. Et déjà, c'est déjà hyper difficile de se comprendre entre deux êtres humains. Donc, moi, quand j'étais sur mes espèces non humaines, c'était encore plus difficile. Il y en a qui sont de très grands incompris dans mes aliens, aussi parce qu'ils n'ont pas la même expérience de vie. Et en fait, le mot communication, ça vient de créer du commun, en fait. Donc, le problème, c'est que quand on est sur des physiologies ou des expériences de vie qui sont hyper différentes, c'est un peu galère. Moi, j'ai des espèces qui vivent des centaines d'années et j'en ai une qui vit 3 jours. Alors, c'est pas du tout la même façon. Voilà, vous lui racontez ce que vous avez mangé ce matin au petit déjeuner, elle vous dit tu m'as piqué genre un cinquième de ma vie, merci quoi. Donc c'était aussi il y a des grands écarts à faire. Il y a effectivement ce fardeau qui est à l'autre. Alors j'ai mis de la technologie parce que un peu de technosolutionnisme quand même. Donc ils ont des implants de traduction comme je disais pour aider à. Et en fait, mon deuxième salto arrière triple loup de se piquer sur le truc, c'est que j'ai donc 40-50 espèces non humaines qui échangent, commercent, se reproduisent. S'aiment aussi, hein, il y a des histoires d'amour, font famille, font société, font culture. Si t'as que 3 jours pour vivre, s'aimer, à mon avis, c'est pas... Alors, il y en a, ça va vite. Hein, des fois, oui. Et en fait, non, j'ai aussi un moment laissé supposer le fait que malheureusement, il y a d'autres espèces dans le cosmos qui n'ont pas pu venir sur cette station spatiale parce qu'il y avait trop d'écart d'expérience de vie, de façon de communiquer. Voilà. Et en fait, c'est comme si il y a peut-être d'autres groupes de communautés qui se sont regroupés autrement parce que voilà, des fois, il y a des choses qui sont effectivement trop loin. Et c'est très intéressant comme question. Merci, ça ramène aussi sur les obligations de pédagogie qu'on peut avoir à expliquer son point de vue, sa vie, donc quand on discute avec quelqu'un. Ça pose peut-être aussi la question des sujets dont on fait une œuvre. Là, j'ai été rechercher le nom parce que je m'en souvenais pas, mais il y a un jeu vidéo qui est sorti récemment qui s'appelle Time Flies où on joue une mouche. Et du coup, on meurt très vite parce que on se fait avoir, un humain nous tape, etc. Et du coup, on doit mourir et refaire en boucle pour essayer d'aller le plus loin possible dans sa vie de mouche. Et ça, c'est des œuvres effectivement qu'on peut avoir peut-être dans des nouvelles de science-fiction, dans des bandes dessinées, où le jeu vidéo commence à expérimenter aussi ces sujets-là. Est-ce qu'on peut avoir une dernière petite question? Il nous reste 3 minutes, après il faut qu'on rentre de la salle. J'en profite pour vous demander vos actualités pendant que la question arrive. On est d'accord que Audrey, toi, tu es en dédicace à 15h à la librairie, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez mettre en avant? Toi, tu as déjà fait ta masterclass, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Pas forcément que ce week-end. Ah oui, tout à l'heure, je dessine en direct, je sais pas trop où, mais quelque part. Très bien. Sur la scène Chailleul, je crois. Sûrement. Ils savent pas encore comment ils vont brancher mon iPad. Normalement, il y a quelqu'un qui m'attend là, à la sortie. Et Lucie? Moi, j'ai fait ma masterclass hier, et donc là, c'est bon, je vais pouvoir me reposer. Ça va être ça mon Et on peut revoir sur YouTube ta conférence au Game Camp si les gens ont envie d'en savoir plus sur les dinosaures. Oui, absolument, ouais. Et s'intéressent à la création de jeux vidéo. Une dernière petite question du coup? Où est-ce qu'on vous libère? Ah, voilà, il y a quelqu'un. Allô, vous m'entendez? Oui. Donc merci pour la conférence, déjà, c'était super intéressant. Et vous avez beaucoup parlé sur la représentation des personnes qui sont différentes de nous, enfin de soi surtout, sur comment vous représentez les personnes, par exemple, représenter quelqu'un d'une autre religion ou ce genre de choses, et sur, par exemple, que vous pouvez demander à des consultants ou ce genre de choses. Et je me demandais si vous étiez déjà mis des barrières, un stop ou quelque chose comme ça, sur, par exemple, le fait de ne pas réussir à représenter quelqu'un, ou sur le fait de ne pas savoir représenter une situation. Vous avez beaucoup parlé de la relation parent-enfant. Ça peut être par exemple d'autres modes de vie ou ce genre de choses, peut-être quelque chose où vous avez mis des barrières éventuellement.
C'est mon éditrice qui m'a dit de ne pas écrire d'histoire d'amour parce qu'elle dit que non, je ne sais pas le faire. Donc quand on parlait d'écrire les émotions, voilà, elle m'a dit non, ça marche pas. C'est ta limite. Voilà. Donc bon, peut-être un message aussi pour moi, mais c'est que non. Après, oui, après ça va être sur un parcours d'autrice. Pour moi, la question de la légitimité à le faire, je peux aller chercher beaucoup de sensitivity readers, je peux en parler autour de moi, je peux trouver des personnes qui vont me dire ça, mais à quel moment, voilà, dans ce cas-là, si je vais sur un récit, par exemple, d'une personne en migration qui a vécu dans une zone de conflit, etc., et que je dois vraiment aller lui pomper toute sa vie pour écrire mon texte, je vais plutôt peut-être lui proposer d'écrire elle-même son récit. Donc voilà, c'est des questions de légitimité, en fait, aussi sur certains sujets. Oui, c'est très important, en fait. Moi, c'est aussi parfois des questions un peu logistiques de timing. C'est quand je dois designer des personnages et que j'ai tout le temps dont j'ai besoin pour le faire. Je peux faire des recherches pour représenter des personnes de façon correcte, qui fonctionnent. Mais c'est vrai que des fois, je me retrouve sur des contrats où je dois designer des personnages très rapidement, un peu à la chaîne. Et là, dans ce genre de situation, j'ai pas le temps en fait de faire des recherches pour être sûr que je représente des personnes diverses de façon correcte. Et donc, c'est vrai que dans ces cas-là, je vais plutôt avoir tendance à représenter ce que je connais parce que je veux pas faire de bêtises. Oui. Et moi, en général, j'essaie de pas sexualiser les personnes qui n'ont pas besoin d'être sexualisées. Je pense que ça doit être beaucoup de mon travail. Et aussi, et c'est un peu différent, mais dans les trucs que je refuse de faire, c'est de faire des costumes qui ne marchent pas. Parce que non, mais une armure bikini, non, ça ne fonctionne pas. Ça me fait. Alors, je veux bien la dessiner si c'est le personnage, même si je vais certainement dessiner un petit peu plus pratique, mais je ne vais pas en designer une. Genre, le jour où on m'a demandé de designer des persos, je suis arrivée avec mon bouquin de l'encyclopédie médiévale, comme ça. Et j'étais là, voilà, ça, c'est une grosse armure espagnole du XIVe siècle. Et c'était bien. Eh bien, merci beaucoup et merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette table ronde. Bon festival.